L'école. L'école fut et restera l'exception de ma vie. Que j'ai pu réussir à l'école dans les conditions et l'environnement qui furent les miens relève du miracle. Dans mon milieu, il y avait 3 destins possibles. Si tu avais vraiment de la chance, tu apprendras un métier manuel, n'importe lequel, qui te mènera vers une vie de misère. Deuxième option, le crime, qui se termine par la prison ou la mort. Puis le troisième destin, le plus courant, est de vivre comme un parasite qui vit à la charge de ses parents, suçant leur sang jusqu'à mort s'en suive, et puis après chercher quelqu'un d'autre pour continuer la même quête, et dans le cas où ça ne marche pas, bifurquer facilement vers le banditisme. Comment est-ce que j'ai pu prendre la tangente ? Le patrimoine génétique de mes parents devait sûrement contenir une petite dose d'intelligence. Mais le facteur décisif fut ma sœur. Sans elle, je serais aujourd'hui ou criminel ou parasite. Clairement, ma sœur fut ma bouée de sauvetage. Elle était bonne élève. Cela tient à mon père qui, ayant été haut gradé dans l'armée, exigeait à sa fille d'être très bonne élève. Il ne s'agissait pas juste d'avoir de bonnes notes et réussir. Non. Il fallait qu'elle soit première de la classe. Et quand je dis première de la classe, je vous demande de souligner première de la classe. Et elle le fut bien. Sauf une fois où elle arriva deuxième. Mon père lui mit alors une bonne rouste mémorable. Frapper un gamin de cette façon est en soi immoral. Et de surcroît, une bonne élève comme ma sœur, ça n'avait juste aucun putain de sens. Cette obsession d'être bonne élève devint une seconde nature chez elle. Et survécut à mon père, car même mariée, elle refusait de laisser tomber ses études pour n'être qu'une femme au foyer. Ma sœur poursuivit ses études et obtint les diplômes les plus prestigieux. Mais ce n'est pas le sujet. Revenons à ma scolarité à moi. Je vivais comme un schizophrène. À l'école, j'entrais dans un autre monde. Je m'asseyais au premier rang et levais toujours le doigt pour participer. Mais, dès que je revenais au quartier, je redevenais l'enfant, le microbe du marais. Mes potes ignoraient tout de ma personnalité polie à l'école. Et tenant à me protéger de leurs exactions, je gardais le silence sur ce que j'y faisais. Ce qui m'a aidé à mener cette double vie fut le fait que mon école n'était pas celle du Marais. J'étais inscrit à l'école des Martyrs. Pourquoi cette école ? Parce que quand on a déménagé à Kenitra, l'année scolaire avait déjà commencé. Et par l'entremise d'une amie de ma sœur qui connaissait le beau-frère d'un instituteur, qui en a touché un mot au directeur, j'y fus finalement admis. Ma sœur me serrait la vis de la même façon que mon père serrait la sienne. Mais elle avait un défaut bien naze qui consistait à me demander d'aller chiner au marché aux puces dès que j'avais besoin de quelque chose. Elle me fournissait cahiers et stylos, mais pour tout le reste, il fallait que je me débrouille. C'était toujours le boxon en classe. D'un côté, j'avais les meilleures notes et j'étais poli, mais de l'autre, je n'apportais jamais les livres scolaires exigés. Ce que je paraissais au dehors n'avait rien à voir avec ce que j'étais au dedans. Et oui, j'affichais la laideur du Marais à l'extérieur. Mais au fond de moi, j'étais une belle personne. Je me souviens qu'un jour, le prof d'arabe, dans un sursaut de foi, voulait nous enseigner la propreté en islam. L'idée qu'il voulait illustrer était que quand on est propre à l'extérieur, on l'est aussi à l'intérieur. Mais là où il a grave merdé, c'est le moment où il demande aux bons élèves d'aller au tableau un à un, corrélant alors chaque bon élève à sa bonne tenue vestimentaire. Il m'avait oublié, ou a fait semblant d'eux. Je restais là, assis parmi la racaille, alors que j'étais le meilleur élève de la classe. Tout à coup, et avant qu'il finisse son exposé, son regard croisa le mien. J'ai eu l'impression qu'il détesta sa vie et le jour où il a choisi cette profession. Ma seule présence faisait s'écrouler toute sa démonstration. Le meilleur élève de la classe se tenait là, chaussant des sandales en plastique verte, couvertes de la boue du Marais. Un pantalon en velours tellement usé et sale qu'il ressemblait à de la toile. Plus un pull orange, déformé. L'image parfaite pour un magazine d'association caritative. Je sentis que l'instituteur se trouvait devant un casse-tête moral insoluble. Ou il m'ignore et fait comme si de rien n'était, et les autres élèves le verraient, ou alors il m'envoie au tableau et toute sa démonstration se casse la gueule. Après un long moment de réflexion, il se décida à m'envoyer au tableau. Je me mélangeais alors aux bons élèves
avec la sensation désagréable d'être un intrus. Le temps de l'école primaire passa à une vitesse incroyable et fut marqué par une série d'épisodes auxquels il faudrait consacrer un chapitre entier. Par exemple, ce jour noir où les frères Larousse avaient mangé du fenugrec, apparemment en grande quantité. Pendant la récréation, et à mesure que les trois frères commençaient à transpirer, la puanteur envahissait l'école. Revenu en classe, le maître prit en pleine poire les vapeurs radioactives et son visage blêmit instantanément. Il cria « Mais qui a pété ici ?» Personne ne brancha. Puis il comprit que ça ne pouvait pas être un P, quand bien même c'était Belzébuth lui-même qui en était l'auteur. « Bon, maintenant, vous allez me dire qui s'est chié dessus ?» Il nous demanda, mais toujours pas de réponse. Il lui resta alors une seule solution avant de s'évanouir. Il nous aligna tous et renifla nos derrière un par un. Mais avec la transpiration et nos mauvaises odeurs naturelles, il n'arriva pas à mettre la main sur le coupable. Ah, autre chose, j'ai oublié de vous dire qu'on l'appelait le Chinois, parce qu'il avait un bâton genre Bruce Lee et qu'il nous frappait avec. Il ferma alors la porte de la classe, disposa les tables en rond, nous plaça au milieu comme les moutons de l'Aïd, nous infligea une bonne fessée collective et déversa sur nos petites têtes crépues tous ses complexes et sa frustration. Entre les cris et les pleurs, et dans un vacarme sans nom, son action punitive trouva heureusement son épilogue, quand l'un d'entre nous, les trémolos dans la voix, cracha le nom des responsables. « Monsieur, les frères Larousse ont mangé du fenugrec. » Le Chinois les mit de côté et s'assura de leur forfait. Là, commença un autre type de châtiment, qui semblait normal à l'époque. On s'est jeté sur eux, on les a déchaussés pour les préparer au coup de fouet du Chinois, qui les frappa d'une violence d'un forcené. Comme si ce n'était pas assez, il leur mit ensuite un bonnet d'âne sur la tête et les exposa aux regards et aux railleries des enfants des autres classes. Comble de l'humiliation, pendant cet exercice, il fallait en plus que les coupables courbent l'échine et baissent la tête pour parfaire l'apparence de l'âne. Voilà. Et on se demande encore pourquoi le Maroc produit des psychopathes à l'appel. Je réussis le certificat d'études et me retrouvais au collège. Là, les vrais problèmes commencent. Aussi bien au quartier qu'à la maison ou au collège. Au quartier d'abord, puisque je ne pouvais plus cacher l'école à mes potes du Marais. Eux n'étaient plus scolarisés et avaient commencé une existence de marginaux. Ils étaient devenus semi-autonomes, tandis que moi, à cause de l'école, je ne gagnais pas un centime. Mais heureusement, je finis par trouver un taf dans un magasin de fringues. J'y allais direct après l'école et y restais jusqu'à la fermeture le soir. Je gagnais 30 dirhams par semaine, que je dépensais entièrement à me rincer l'œil avec des revues érotiques et des sandwichs à la harissa. Ce taf me donnait une bonne couverture pour l'école. Le plus drôle, c'est qu'après 2 ou 3 années de collège, même si j'ai commencé à l'avouer, les gars ne me croyaient pas du tout que j'étais encore scolarisé. À tel point que quand Rabbi Sila Abdeslam m'a vu un jour portant des cahiers de classe à côté du collège, il s'est mis à rire et a commencé à me chambrer. Genre que je traînais là pour la drague. Impossible de le persuader du contraire. Le pépin avec le collège, ce furent les mauvaises fréquentations en 4e, 1 an avant le brevet d'études. Évidemment, je n'achetais toujours pas de manuel scolaire. La première et la 2e année se passèrent sans accroc. Et en 3e année, je suis tombé sur des profs sans cœur. Sans manuel scolaire, ou tu dégages du cours, ou tu te mets au fond de la classe en compagnie des infâmes redoublants. Comme disait le prophète, l'homme a la religion de son ami, alors ayez de bons amis. Eh bien, ça n'a pas raté. Que de la déconne et du rire, rien à taper des maths, du français ou des sciences sociales. Ça, et les hormones qui commençaient à être sécrétées en masse à cet âge, ont fait que je ne me souciais absolument pas des conséquences. Et, pour la première fois de ma vie, je passais d'une moyenne générale trimestrielle de 15 à 8 sur 20. Ce fut la première et la dernière fois. Ma sœur alla chercher le bulletin en fin de trimestre et revint à la maison avec une tête comme si elle avait vu un djinn. Pâle et tremblotante, elle posa le bulletin sur la table et en silence partit s'isoler dans sa chambre. Cette famille, ça, dès qu'on est en colère, on se tait et on s'isole.
Sans même regarder le bulletin, j'ai compris tout de suite que ma moyenne était mauvaise. Mais je ne m'attendais pas du tout à tomber aussi bas. Ce qui m'a encore plus marqué que la réaction de ma sœur fut la réaction du proviseur. Il lui a dit « Votre enfant est parti en vrille ». Je ne sais pas pourquoi, mais je fus profondément marqué par cette phrase, en forme de sentence. Dans sa bouche, cela voulait dire que j'avais dévissé pour de bon et que j'étais parti pour grossir les rangs des délinquants et autres criminels. Le trimestre suivant, je retrouvais mon niveau d'avant. Même si j'étais largué en maths, c'est vrai. J'avais accumulé trop de lacunes. Je ne pouvais plus suivre. La chaîne des maths fut désormais rompue, faisant ainsi de moi à jamais un littéraire. Je réussis le collège, puis la mort dans l'âme, je débarquais au lycée de la zone industrielle, celui qui ne proposait pas l'allemand comme langue étrangère. Ma sœur fit encore une fois des pieds et des mains pour qu'on me transfère au lycée Abdelmalek Saadi. Après 1 mois de cours, j'avais commencé à perdre espoir et commençais même à m'adapter à « Hi, how are you ?» La vie est étrange, car si j'étais resté là-bas, mon existence aurait sans doute pris un autre chemin. Je serais probablement resté au Maroc et je serais toujours musulman.